Aujourd'hui, nous sommes lundi 10 août. Nous sommes avec notre cher ami et collègue et fondateur de cette chaîne, Larry Johnson, que vous connaissez. Il est très respecté dans le monde entier, partout en Chine, par notre public international qui nous a réservé un accueil enthousiaste pour tout ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, c'est vous apporter des informations aussi solidement sourcées que possible et aussi recoupées que possible. Des informations qui ne sont pas édulcorées par les médias d'entreprise et qui ne suivent la ligne de personne. Notre objectif est de vous informer ce que nous faisons et nous avons reçu d'innombrables commentaires de votre part. Nous vous en sommes très reconnaissants car vous nous dites apprécier cela. Aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est le jour de Larry. Demain, ce sera Pepe et nous continuerons ainsi. Plus tard dans la semaine, nous serons tous les trois ensemble. Si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, s'il vous plaît. Rendez-vous aussi sur notre chaîne Substack qui porte le même nom, Transition Protocol. Devenez membre payant et nous vous enverrons ce briefing de très haute qualité directement dans votre boîte mail et pas seulement 2 fois par semaine. Alors Pepe, s'il te plaît. Oh, pardon Larry, vas-y. Je vais commencer à parler avec un accent brésilien. Oui, je pense qu'on appellera vendredi la table ronde sur le protocole de transition, la TPR. Oui, est-ce. Donc, la situation concernant l'Iran et l'ensemble de, qu'on l'appelle le Moyen-Orient, l'Asie occidentale, le Golfe Persique, choisissez le terme que vous voulez. L'activité militaire se concentre désormais entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Je l'ai décrite ainsi. L'Arabie saoudite, c'est comme quelqu'un qui vit dans une maison de verre et qui a décidé de se battre à coups de pierre avec quelqu'un qui vit dans une maison en briques, avec une seule fenêtre. Les Saoudiens pourront peut-être casser une fenêtre dans la maison yéménite, la maison des Houthis, mais les Houthis vont casser toutes les putains de fenêtres de la maison saoudienne. Et dans ce cas, les fenêtres désignent les raffineries de pétrole, les oléoducs, les terminaux pétroliers et gaziers, les aérodromes, les infrastructures, les réseaux électriques. Quoi que l'Arabie saoudite choisisse de faire sur le plan militaire, elle se trouve nettement désavantagée face au Yémen. Le Yémen dispose d'une armée plus importante que celle des Saoudiens. L'armée yéménite est plus compétente, mieux entraînée et compte de meilleurs combattants que l'armée saoudienne. Et même si les Saoudiens ont clairement l'avantage en matière de puissance aérienne, celle-ci s'avère en réalité très peu utile face aux missiles balistiques que les Houthis possèdent en grand nombre. Ansar Allah est donc actuellement en mesure de continuer à faire monter la pression en empêchant les pétroliers saoudiens de sortir de Yanbu et de se diriger vers le sud. Leur seule route désormais consiste à remonter vers le nord en passant par le canal de Suez. Cela soulève une question intéressante concernant le soi-disant accord de la Mecque signé la semaine dernière entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Cet accord n'est pas né de discussions qui auraient eu lieu ces 2, 3 ou 4 dernières semaines. Il était en préparation depuis un certain temps. En fait, je pense même qu'il remonte peut-être à avant le début de la guerre, le 28 février. Car si vous vous en souvenez, les Saoudiens ont signé un accord bilatéral avec le Pakistan en septembre 2025, environ une semaine après qu'Israël a mené à Doha, au Qatar, l'attaque contre les négociateurs du Hamas. Donc, l'idée de rechercher une nouvelle architecture de sécurité ne s'est pas développée seulement récemment. Nous savons qu'à la fin avril, lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, était en visite à Moscou, le président Poutine est intervenu pour parler spécifiquement de la nécessité d'une nouvelle architecture de sécurité au Moyen-Orient.
Une semaine plus tard, Araghchi était à Pékin et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi est intervenu pour répéter presque mot pour mot ce que Vladimir Poutine avait dit. C'est donc une indication claire que la Chine et la Russie étaient sur la même longueur d'onde à ce sujet. Lorsque le Pakistan a accueilli les négociations qui ont conduit à la signature du protocole d'accord en Suisse, en juin, pendant que cette réunion avait lieu, le ministre pakistanais des Affaires étrangères rencontrait au Caire ses homologues égyptiens, turcs et saoudiens. Nous n'avons jamais eu de compte-rendu de ce qui était discuté. Mais je vous garantis que toute cette question de ce qu'on pourrait appeler une OTAN musulmane, un dispositif de sécurité musulman, conçu pour protéger les musulmans au Moyen-Orient, était bien en jeu. Il y a eu des spéculations et des questions tout à fait compréhensibles sur le point de savoir si cet accord signé la semaine dernière visait le Yémen ou l'Iran. Tout ce que nous pouvons dire, c'est « regardons les faits et voyons ce qui s'est passé ». L'accord conjoint entre le Pakistan et l'Arabie saoudite a été signé en septembre dernier, et depuis, le Yémen a attaqué plusieurs cibles importantes à l'intérieur de l'Arabie saoudite, causant des dégâts considérables. Qu'a fait le Pakistan? Rien. Qu'a dit le Pakistan au sujet du Yémen? Rien. Donc j'y vois un bon indicateur, très clair, que ce pacte de sécurité n'avait rien à voir avec le Yémen, ni avec l'Iran. De même, depuis la signature de ce pacte, il y a eu de nouvelles attaques au Yémen, auxquelles on aurait pu s'attendre, parce que là encore, le langage rapporté dans la presse affirmait qu'une attaque contre l'un était une attaque contre tous. Or, l'Arabie saoudite a été attaquée, et ni la Turquie ni le Pakistan n'ont réagi. En fait, le ministre turc des Affaires étrangères Fidan a tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas de musulmans combattant d'autres musulmans. Donc l'autre signal que nous avons reçu suggère qu'il ne s'agit pas d'un traité séculier ordinaire, disons-le ainsi, mais que cela revêt une signification religieuse et spirituelle claire. Parce qu'au lieu de signer l'accord à Riyad, ils l'ont signé à la Mecque. Et le fait de le signer à la Mecque envoyait un signal non seulement à l'Occident, mais aussi au monde musulman. Ces trois pays musulmans étaient puissants, chacun dans sa propre région, vous savez. La Turquie apporte une armée considérable. L'Arabie saoudite apporte une grosse carte de crédit. Ils ont de l'argent. Le Pakistan apporte des armes nucléaires. Et à cet égard, compte tenu des récentes menaces proférées par des sionistes à Tel Aviv et à Jérusalem contre la Turquie ne se retrouve plus potentiellement seule face à Israël, qui est une puissance nucléaire. La Turquie se tient désormais aussi avec un accord clair d'une autre puissance nucléaire. Nous vous couvrons. Donc je ne pense pas qu'on puisse forcément balayer tout cela comme étant dénué de sens. Mais nous n'avons toujours pas vu les détails de l'accord. Nous n'en avons pas vu le texte exact, et nous attendons encore de voir. Il y a eu des incidents qui, en théorie, auraient dû mettre l'accord à l'épreuve, qui auraient dû, si vous voulez, briser la vitre et imposer une réaction. Mais jusqu'à présent, la Turquie et le Pakistan ont choisi d'ignorer ces incidents. Cela nous ramène donc à la question suivante. Cette guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen va-t-elle continuer de s'intensifier? À l'heure actuelle, il semble que les Houthis prennent un certain nombre de mesures offensives préventives, disons-le ainsi. Ils détruisent des entrepôts, des infrastructures logistiques, des points de regroupement, à la fois des unités militaires yéménites soutenues par l'Arabie saoudite et des forces saoudiennes qui cherchent à intervenir. Je pense qu'au final, l'Arabie saoudite va être contrainte, une fois de plus, de venir chapeau bas devant les Houthis pour chercher un accord.
parce que les Saoudiens ne peuvent pas se permettre de continuer à subir des pertes d'infrastructures, de terminaux pétroliers, de bases aériennes et de sites d'approvisionnement. Ce serait beaucoup, beaucoup trop coûteux pour eux. Et comme je l'ai dit au début, quand on vit dans une maison de verre, on ne devrait pas se lancer dans une bataille de pierre avec quelqu'un qui vit dans une maison en briques. Ça ne finit tout simplement pas bien. Cela nous ramène maintenant à l'état de la guerre entre les États-Unis et Israël. Au cours du week-end, nous avons vu quelques signes, des articles de presse, mais aussi des déclarations d'institutions et de groupes de réflexion considérés comme relativement proches de la Maison-Blanche. Ils indiquent que Donald Trump cherche une porte de sortie. On ne voit pas clairement comment il va y parvenir. Mais ce qui est clair, c'est que la situation économique se dégrade aux États-Unis et franchement dans le monde. Une récession économique mondiale est, je crois, déjà en cours. C'est simplement que les indicateurs habituels qui permettent de dire « Ah oui, nous sommes en récession » n'ont pas encore vraiment été publiés. Mais Donald Trump a clairement exprimé ses inquiétudes concernant le prix de l'essence. Jusqu'à présent, le prix de l'essence aux États-Unis a augmenté, mais il n'est pas aussi élevé qu'il pourrait l'être, parce que les États-Unis continuent de puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Ces niveaux atteignent désormais un seuil critique, et les États-Unis ne pourront pas poursuivre ces retraits sans causer des dommages structurels majeurs aux cavernes, même qui servent à stocker la réserve stratégique de pétrole. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que la crise économique mondiale, particulièrement en ce qui concerne le Japon, menace de faire dérailler les plans de Scott Bessent. Il cherche à maintenir le dollar américain à un niveau élevé afin d'éviter d'avoir à relever les taux des bons du Trésor américain. Les États-Unis sont dans une situation financière précaire et en même temps, ils font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir le Japon. Or, le Japon est dans une situation encore pire que les États-Unis, avec un ratio dette sur PIB qui approche les 250%. C'est du jamais vu. Et ce qui a aggravé cette crise, ce qui a littéralement jeté de l'essence sur le feu, c'est l'arrêt des exportations de pétrole en provenance du Golfe Persique. Le Japon, comme la Corée du Sud, dépendait auparavant du Golfe Persique pour 90% de son pétrole. Et ce pétrole était traité dans des raffineries japonaises spécialement conçues pour raffiner ce pétrole à forte teneur en soufre venant du Golfe Persique. Le Japon ne peut pas simplement le remplacer par du pétrole brut léger en provenance des États-Unis parce que ces raffineries ne peuvent pas traiter ce brut léger. Elles ne sont ni configurées ni conçues pour cela. Donc, avec cette situation et l'interruption des flux de pétrole venant du Golfe Persique, on approche désormais de 3 mois complets d'arrêt. Cela a affecté entre 20 et 25% de l'approvisionnement mondial. Et avec cette offre mondiale qui est coupée, cela signifie que la disponibilité du diesel et du carburant aérien fabriqués à partir des distillats moyens de ce pétrole provenant du Golfe Persique est réduite. Le monde en manque. Et il ne s'agit pas de demander à un pays comme les États-Unis ou la Russie d'augmenter sa production. Ils n'ont pas la capacité de l'augmenter parce qu'il n'y a pas assez de pétrole brut sulfuré. Cette quantité a diminué, et c'est cela que les gens doivent impérativement comprendre. Dans ce contexte, l'Iran a clairement indiqué qu'il négociait davantage de son propre chef. Il ne s'appuie pas sur le Pakistan ou le Qatar comme intermédiaires solides. Ils sont en communication avec les deux pays. Mais l'Iran trace clairement sa propre voie désormais. Et cette voie a notamment consisté à publier, moi j'appelle ça une mise à jour, des 10 points qu'il avait présentés aux États-Unis en avril. En réponse,
Les États-Unis ont présenté une proposition en 15 points. L'Iran est revenu avec sa proposition en 10 points, qui est essentiellement identique à celle qu'il vient de publier. La seule différence, c'est que la proposition précédente ne mentionnait pas spécifiquement le Liban, les Palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, et le Yémen comme des pays ciblés par l'Occident. L'Occident doit cesser de les cibler et mettre fin à la guerre menée contre ces pays. Ils ont mis ce point à jour. C'est désormais une exigence très précise que l'Iran inclut parmi les conditions que l'Occident doit accepter et respecter pour parvenir à un accord permettant d'ouvrir pleinement le détroit d'Ormuz. Les autres éléments figuraient déjà dans la précédente réponse iranienne en 10 points. Lever le blocus, lever les sanctions, débloquer les avoirs. Ce sont les critères essentiels auxquels l'Occident doit répondre. Nous avons maintenant des signes indiquant que Mojtaba Khamenei semble exercer davantage de contrôle sur le gouvernement. Est-ce lié au fait qu'il se soit complètement remis des blessures subies lors de l'attaque du 28 février? Quoi qu'il en soit, il a écarté le conseiller en place du Conseil suprême de sécurité nationale, une personne étroitement liée au défunt Ali Larijani, qui était auparavant le principal négociateur. Larijani était proche de Pezeshkian. Il avait plaidé en faveur d'un dialogue avec l'Occident, mais il a fini par être trahi par cet Occident même qu'il a tué, ainsi que des membres de sa famille. La personne remplacée par Rezaei était donc proche de Larijani et de Pezeshkian. L'écarter maintenant, je ne pense pas qu'il était perçu comme une menace. Mais c'est désormais Mojtaba Khamenei qui envoie un message très clair. Il fait venir son homme, Rezaei. Ce qui est intéressant à propos de Rezaei, et il faut se replonger dans l'histoire, je pense que cela vaudrait la peine de l'examiner. Mojtaba Khamenei a-t-il un jour servi directement sous les ordres de Rezaei pendant la guerre Iran-Irak? Rappelons que durant la guerre Iran-Irak, de 1980 à 1988, Mojtaba Khamenei a rejoint les gardiens de la Révolution, je crois, en 1987, et y a servi pendant environ 1 an et demi, presque 2 ans. Ce serait intéressant à vérifier. Et à cette époque, Rezaei c'était un jeune homme d'environ 24 ou 25 ans, qui occupait un poste de commandement important au sein des gardiens de la Révolution, malgré son très jeune âge. Il serait donc intéressant de voir si cette relation remonte réellement aussi loin. Je le soupçonne, ce qui fournirait une autre explication au fait que Mojtaba se tourne vers Rezaei en ce moment. Je pense que les analystes occidentaux interpréteront cela à tort en se disant « Rezaei, il nomme un partisan de la ligne dure ». Non, il nomme plutôt quelqu'un qui a une connaissance plus approfondie et une plus grande familiarité avec les options militaires et les capacités militaires. Il a aussi, chose assez surprenante, une formation de juriste. Il a donc à la fois l'expérience militaire et le bagage universitaire nécessaire pour jouer un rôle de conseiller auprès de Mojtaba Khamenei sur toute une série de sujets. À ce stade, les seules discussions importantes qui semblent être en cours sont entre l'Iran et Oman. Les Iraniens se sont montrés positifs jusqu'ici quant à l'issue possible de cela. Mais quel que soit l'accord auquel ils parviendront, il comprendra les éléments suivants. L'Iran ne renoncera pas au protocole établi sous l'autorité du détroit du Golfe Persique. Ces protocoles exigent que tout navire souhaitant transiter par le détroit d'Ormuz remplisse ce formulaire en ligne. Deuxièmement, des droits de passage seront perçus. Et la monnaie collectée sera très probablement la monnaie chinoise, le renminbi. Une partie de ces recettes sera partagée avec Oman. Mais pour l'instant, l'Iran continue de surveiller très rigoureusement le détroit d'Ormuz. Aucun navire qui n'a pas rempli cette autorisation ne peut passer. Et un autre a été touché aujourd'hui, envoyant un message très clair à l'Occident et aux armateurs
qui pensent pouvoir tenter de forcer le passage. Ils n'y arriveront pas. Et ce qui est intéressant à cet égard, c'est que Trump avait auparavant juré que si les Iraniens frappaient un navire comme celui-là, les États-Unis riposteraient immédiatement en détruisant un pont, un centre énergétique ou en causant des dégâts à l'intérieur de l'Iran. Or, il y a maintenant eu au moins 6 de ces frappes iraniennes au cours des 8 derniers jours. Les États-Unis n'ont riposté à aucune d'entre elles. Il semblerait que les États-Unis soient peut-être arrivés à la conclusion que les options militaires ne sont plus viables. Voilà mon résumé, Monsieur Zay. Eh bien, excellent résumé, comme toujours. C'est très réfléchi, très approfondi, très documenté et fondé sur les meilleures informations disponibles que nous vous avons fournies à vous et à travers vous à notre audience. J'aimerais ajouter quelques éléments que je vous communiquais pendant que vous parliez. Ils proviennent de nos sources très informées que nous avons l'honneur de présenter à notre audience. Les voici. Nous sommes informés que Mojtaba s'est largement rétabli. C'est une source interne, une personne très proche de Mojtaba, et c'est très important pour notre audience comme pour notre analyse. Il a été assez gravement blessé lors de l'attaque menée par les États-Unis et Israël, qui a tué son père, sa femme, sa fille, et ainsi de suite. Mais il s'est largement rétabli. Et comme il s'est largement rétabli, il a davantage d'énergie, davantage de capacité à exercer réellement les pouvoirs de sa fonction, qui sont énormes. Ce récent changement de personnel a été effectué parce que Mojtaba est désormais prêt à prendre davantage le contrôle. Et même si certains dans la presse peuvent interpréter cela en disant que Mojtaba est devenu plus radical, nos informations disent que non. Mojtaba n'est pas radical. Mojtaba est très réaliste. Mojtaba cherche à revenir à une situation où le détroit d'Ormuz rouvrirait dès que possible, espérons-le cette semaine, vendredi ou jeudi ou peu après. Je veux dire, ce sont des informations de l'intérieur que je peux vous donner, à mon audience, à notre audience. Mojtaba cherche à y parvenir. Cela n'a pas encore été confirmé par l'Iran ni par Islamabad. Mais on m'informe qu'il a été demandé à Islamabad de se préparer à accueillir une délégation iranienne de très haut niveau. Je veux dire, c'est un fait confirmé qui vient de quelqu'un qui organisait effectivement ces dispositifs de sécurité à Islamabad pour cette semaine. La raison officielle, c'est qu'ils vont participer aux célébrations du 14 août, aux activités de la fête de l'indépendance, et ainsi de suite. Mais la vraie raison, c'est qu'ils vont venir s'entretenir avec Asim Mounir, avec Shehbaz Sharif et avec les dirigeants pakistanais. L'objectif serait de décider de la réponse des États-Unis aux points de désaccord qui ont été transmis aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan. On m'informe que la réponse a été reçue. C'est une information majeure qui nous est communiquée. Le Pakistan a reçu la réponse. Cette réponse a été discutée avec les dirigeants iraniens, mais aucune décision finale de Mojtaba, d'Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, de Pezeshkian, le président ou de Ghalibaf n'a été communiquée en retour aux États-Unis. Et on m'a informé qu'ils sont impatients de parvenir à une décision, non pas parce qu'ils subissent des pressions, mais parce qu'ils ne veulent pas complètement bouleverser l'équilibre actuel des pays fournisseurs de pétrole, qui fournissent toutes sortes de ressources au reste du monde. Enfin, on m'a répété ce point à de nombreuses reprises. Ils ne veulent pas que la bienveillance qu'ils ont reçue du reste du monde se retourne contre eux. Qu'on dise « Oh, nous ne pouvons pas obtenir de pétrole parce que l'Iran est si belliqueux et si déraisonnable, blablabla. » Maintenant que Trump semble enfin avoir compris que lancer des missiles, lancer des bombes sur l'Iran ne permettra d'aboutir à rien. En réalité, cela ne fera que durcir leur position. Et il s'est tu, lui aussi.
Enfin, les gens le remarquent. Vous l'avez peut-être remarqué vous aussi, Larry. J'ai remarqué que les vociférations ont cessé ces derniers jours. Vous l'avez remarqué? Oui, non, non. La méthode de négociation de Trump, c'est de menacer, d'intimider, d'aller presque jusqu'à l'excès pour essayer d'obtenir des concessions de l'autre camp. Et il semble bien qu'il ait compris que ça ne marche pas avec l'Iran. Non, ça ne fonctionne pas du tout. En fait, ça produit l'effet inverse. En fait, ça les encourage à se retrancher de plus en plus. Et Mojtaba ainsi que les dirigeants iraniens l'ont compris. Ils travaillent avec le Pakistan pour parvenir à un accord. Je vais prendre un risque. Et si je me trompe, je me trompe. Je n'ai pas de boule de cristal. Je me fonde simplement sur les informations que me donnent des personnes en qui j'ai confiance. Des gens qui savent réellement ce qui se passe. On me dit qu'il est très probable qu'avant la fin de la semaine, lorsque la délégation iranienne sera au Pakistan et que les discussions auront eu lieu, l'Iran aura transmis sa réponse aux États-Unis en disant « D'accord, sur ces points, nous pouvons nous rencontrer, nous engager et nous sommes prêts à nous engager. » Et ce ne sera pas une exigence maximaliste de la part de l'Iran. Ce sera une demande raisonnable de l'Iran et une demande dont ils pensent que les États-Unis ont déjà dit qu'ils étaient prêts à y répondre. Donc je veux apporter cette note positive au vu de tout ce que vous venez de dire. Et j'aimerais aussi dire à notre public que parce que nous avons le privilège de savoir ce qui se passe entre l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, notamment en ce qui concerne l'accord Mecca, qu'ils sont provisoirement, j'ai prévu un entretien avec une personne qui était dans la salle lorsque ces accords ont été signés. Pas visible, mais très présent derrière les personnes qui signaient l'accord. Et j'ai eu le très grand honneur de pouvoir passer du temps avec cette personne pour entendre directement de sa bouche ce que tout cela signifie. Et je souhaite que lorsque nous nous retrouverons tous les trois avant la fin de la semaine, nous puissions révéler cette information particulière que le monde attend en réalité. Ce qui s'est vraiment passé entre les trois pays et qui les a conduits à apposer leur signature sur ce pacte. Ce sera donc vendredi, lorsque Larry, Pepe et moi serons réunis. Et cela devrait être une information très importante. À vous, Larry. D'accord. Je pense que cela résume la situation pour aujourd'hui. C'est notre point d'étape. J'encourage tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube Transition Protocol ainsi qu'à la newsletter Substack. Partagez-la avec vos amis, recommandez-la positivement. Nous vous en serions reconnaissants et merci d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Et si vous êtes prêts à nous soutenir, nous dépendons de votre soutien. Nous n'avons pas de sponsor. Personne ne nous dit « dites ceci, dites cela ». Nous faisons simplement cela parce que nous croyons que le monde a besoin de connaître la vérité. La vérité dont nous avons la chance d'être les dépositaires, que nous avons le privilège de posséder et que nous vous apportons avec enthousiasme et que nous continuerons à vous apporter. Alors, si vous voulez bien soutenir cela, pour une petite contribution de $5 par mois, nous vous enverrons un briefing sur la sécurité directement dans votre boîte mail. Sinon, tout ceci est entièrement gratuit. Merci beaucoup. Nous vous retrouverons demain avec Pepe Escobar, quelqu'un en qui vous avez confiance, et, espérons-le, nous aurons de meilleures nouvelles, dans le sens où le monde est peut-être en train de sortir de cette crise. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you very much. Bye-bye. Bye.